Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec un update lecture qui fait la taille de je ne sais quoi. C'est énorme, j'ai pris beaucoup de retard donc cette vidéo va être très longue mais on va parler de beaucoup de livres et prenez un café. Et voilà, c'est parti. Le truc c'est que les premiers livres du coup je les ai lus il y a plus d'un mois donc ça va être chaud patato. Alors, je crois qu'on s'était arrêté là, donc normalement je vais pas me tromper et pas parler de livres deux fois, mais je vous avoue que j'ai une petite tête, donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc normalement le dernier livre que j'ai lu après le dernier update lecture, c'est L'ombre du savoir perdu de James Islington. Donc c'est le premier tome d'une trilogie de fantasy adulte, mais que très personnellement je pense que vous pouvez passer d'un young adulte à ce livre pour tester la fantaisie adulte, mais je suis pas sûre. Donc m'écoutez peut-être pas, on est sûr de rien. Alors, de quoi ça parle? Je vais vous faire des petits résumés parce que je crois que j'ai au moins 15 livres à vous présenter. On va suivre 3 jeunes adultes, ils ont 17 ans, je crois 16-17 ans. Il y en a un des 3 qui a des pouvoirs qu'il n'est pas censé avoir. Toutes les personnes qui ont ces pouvoirs ont normalement été tuées pendant la dernière grande guerre, donc on est dans un monde qui est post-guerre. Et il doit passer des examens, mais ça va pas se passer comme prévu. Il y a un mec qui va l'envoyer faire une quête assez spéciale où il va emmener un pote avec lui, etc. Et la nuit où il part avec son pote, ils peuvent être attrapés à tout moment pour se faire quick parce qu'ils ont pas le droit de s'enfuir. Hein. Et bah, on va suivre aussi leur pote fille qui est restée à l'école. Et quand elle va se réveiller le lendemain matin, toute l'école aura été tuée. Tous les gens, tout le monde. It's horrible. Massacre. Voilà comment commence L'ombre du savoir perdu. Je vous spoil 2 chapitres. Vraiment, c'est le tout début de l'histoire. Et va s'en suivre une quête assez complexe avec beaucoup... la thématique de base, c'est un peu les retours dans le temps et qu'est-ce que ça peut chambouler dans le présent, dans le passé, etc. Voilà, c'est un peu le truc principal. Donc c'est super intéressant. Le début fait un peu young adulte et la fin fait très adulte. Du coup, ça fait un passage. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que je préférais le tome 2 et le tome 3. À savoir que ce livre a été auto-édité de base et c'est le premier livre de l'auteur. Donc vraiment, ça c'est un talent de ouf. Je pense que ce gars ira très loin parce que pour un premier livre, il est vraiment très bon. Je vais faire point positif, point négatif, mais point positif, le livre, c'est un page turner où t'as pas trop le temps de t'ennuyer, je trouve. Il est plutôt bien dans l'action. Les personnages sont intéressants et plutôt bien développés. Ils ont de la profondeur, ils sont pas tout blancs, tout noirs, ils sont tous assez gris, je trouve. Je pense que la quête va avoir vraiment une grande ampleur et que ça va être très intéressant. Il y a des messages derrière qui sont plutôt subtil mais plutôt intéressant aussi. Mais par contre, il y a pratiquement pas de description des lieux, donc c'est presque impossible de savoir à quoi ressemble ce monde à mes yeux. J'ai eu beaucoup de mal. La traduction est assez spéciale, elle est assez littérale et du coup ça fait des phrases des fois en mode hein, chelou. Mais sinon vraiment c'est plutôt un bon livre que je recommande si vous aimez la fantaisie adulte. Voilà, vous pouvez essayer de le découvrir et c'est un livre du coup qui est peut-être pas très présent sur YouTube mais qui est assez présent sur BookTok parce que il y a Squeeby, si vous êtes sur BookTok, qui fait une propagande de fou malade pour ce livre, donc si on le lisait pas, on avait des couteaux en commentaire jusqu'à la fin de nos vies, donc on était obligé de le lire. Voilà, mais je reviendrai bientôt pour lire le tome 2 et le tome 3, c'est juste que mon copain est en train de lire le premier, et j'aimerais bien lire avec lui le tome 2 et le tome 3 en lecture commune, ça peut être rigolo, voilà, ça fait un peu des dates. Ensuite, j'ai lu une romance d'une de mes autrices de romance favorites, j'ai envie de dire, parce que je lis pas énormément de romances, c'est pas mon cheval de bataille, non, je sais pas si cette expression existe vraiment. J'avais adoré People We Meet on Vacation, où je dis que c'est mon autrice préférée, j'avais lu un livre. Et j'ai moins apprécié Happy Place que People We Meet on Vacation. Déjà, le plot de base, c'est on va suivre une fille qui est médecin et elle part tous les ans avec ses potes au même endroit depuis tard l'époque. Et cette année, elle y va et en arrivant sur place, elle voit qu'il y a son ex avec qui elle s'est séparée il y a pas si longtemps que ça. Sauf que leurs potes sont pas au courant qu'ils se sont séparés et ils vont leur faire des grandes annonces. Et du coup, ils vont pas oser dire qu'ils sont plus ensemble et ils vont devoir passer les vacances à être dans la même chambre, etc. Blablabli, blablablou. Donc l'idée, moi je suis pas la plus grande fan des secondes chances parce qu'en général, ça part en trope de ils savaient pas communiquer. Et là, ils vont apprendre à communiquer. Et moi, je comprends pas comment des couples qui restent 10 ans ensemble peuvent passer 10 ans ensemble sans communiquer. Comment vous faites? Là, il me faut des explications. Parce que bon, déjà, vous devez vous faire chier. Et en plus, je vois pas comment ça tient. Mais bon, passons. Il est pas très réaliste, ce livre, sur les couples, je trouve. Si t'es en couple depuis longtemps, tu lis ce livre, tu fais bizarre. La romance m'a pas convaincue. Et le livre, il est autant tourné romance qu'amitié, j'ai envie de dire, parce qu'on va aussi voir ses amis, etc. Il y a une de ses potes qui est grave sympa. Vraiment, elle a l'air super cool. Elle communique et tout. Sympa, tu vois. Mais elle a une de ses potes. C'est de la pote, tu sais, qui veut tout diriger. Mais il y a mon chat qui fait les... Depuis quand tu fais tes griffes sur mon pouf, toi? Elle veut vraiment tout contrôler, mais genre, c'est maladif. Et c'est insupportable. T'imagines-toi quelqu'un en vacances qui prépare... Je dis ça, ma soeur prépare des plannings pour les vacances, mais ils sont pas autant planningés que la meuf là-dedans. Mais vraiment, elle planifie les repas, les activités, les trucs, et t'as aucun truc à dire. Tu ne peux rien dire. Et elle se plaint... Enfin, j'ai trouvé grave toxique comme amie. Je suis désolée s'il y a des gens qui se reconnaissent en elle, mais pour moi, c'est de l'amitié méga toxique. Voilà. Donc j'ai
En vrai, j'ai pas détesté le livre, je l'ai lu en entier, ça va vite, je l'ai lu en moins de 24 heures, c'était une petite romance, c'était un livre sympathique, mais ça restera pas dans les romances qui m'ont marqué et que j'ai apprécié. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la saga True Dark Crown, donc c'est True Dark Reigns, et pour pas vous mentir, je me rappelle plus de grand chose. She forgets everything. Ça fait un mois. Je me rappelle du tome 1, donc je peux vous faire un petit pitch du tome 1. C'est 3 sœurs qui ont 3 pouvoirs différents sur une île et elles sont déjà reines, mais pour être la reine, elles doivent tuer les 2 autres sœurs. Voilà. C'est le pitch de base. Le premier tome était sympa, le deuxième tome, je me suis fait chier comme un rat mort. Et le tome 3 était mieux, mais je peux pas trop vous dire quoi que ce soit parce que je vais vous spoil, et je peux pas vous dire trop quoi que ce soit parce que je m'en rappelle moyennement, je me rappelle de la fin. Celui-là, il a un meilleur rythme, l'histoire elle est un peu plus poussée, les personnages sont un peu plus approfondis, c'était sympa, mais c'est pas ma saga préférée, et je pense que quand je l'aurais terminé, dans un an, j'aurais pratiquement tout oublié. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, même si je trouve que, en vrai de vrai, par rapport aux autres sagas young adultes, elle est assez sous-cotée parce qu'elle est au même niveau, voire meilleure que beaucoup d'autres. Donc je vous la recommande si vous aimez bien les sagas hype en ce moment, genre qu'est-ce qu'il y a comme saga de fantasy hype. Genre vous voyez, moi je vais parler après de The Prison Healer, j'ai pas aimé du tout mais je trouve ça meilleur. Donc si vous avez aimé The Prison Healer, peut-être que vous aimerez ça. Voilà, ça va rapide. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse qui est à l'autre bout de la pièce, donc tant pis, Train d'enfer pour un ange rouge ou pour Ange rouge de Franck Tillier. Alors, pour la petite histoire... Once upon a time, a long time ago. J'étais censée commencer par Puzzle ou la trilogie inachevée parce que j'ai 2 copines qui m'ont conseillé de commencer par ça et j'ai été traumatisée par Bernard Minier, Un œil dans la nuit, que j'ai lu en pensant que c'était un tome unique alors que c'était le tome 11 et je me suis spoil les 10 tomes d'avant. Bon, à ce qui paraît, ça vaut quand même le coup de les lire donc je les lirai, mais pour Franck Tillier, j'étais en mode non, je ne veux pas faire la même erreur, donc j'ai pris le premier livre qui avait en haut de sa fiche Wikipédia, donc Train d'enfer pour Ange rouge, et du coup c'est le premier tome de la trilogie de Charcot. Normalement j'ai bien fait mes devoirs. Comme c'est un des premiers livres de Franck Tillier, je me doutais bien que ce serait pas incroyable, et c'était très sympa, mais pas incroyable, et je crois que ça finissait comme tous les thrillers que je lis depuis un an, et j'en ai marre de cette trope, de ce cliffhanger, de ce plot twist final, qui m'intéresse que très peu, et je peux pas trop vous dire quoi, parce que ça vous spoilerait la fin. Tant pis, c'était sympa, vraiment, pour une introduction, ça met bien le personnage de Charcot en place, je pense que c'est important d'avoir fait ce livre avant, et c'est intéressant, le rythme est plutôt bien mené, je me suis pas ennuyée, j'ai lu le livre pareil en moins de 24 heures, c'était très cool, je vous le recommande si vous voulez lire Charcot, mais je pense que je vous recommanderai plus quand j'aurai lu d'autres Charcot, pour vous dire, et bah la saga vaut le coup, j'avoue que juste un premier tome écrit il y a 10 ans, bah je pense pas que j'ai un avis sur l'auteur qui soit extrêmement bon, et je vous avoue que pareil je l'ai lu il y a un mois et demi, donc je m'en rappelle vaguement, je pourrais le relire et être choqué des plot twists. Par contre je peux vous dire qu'il y a pas mal de trigger warning, que le livre il est assez gore sur certains aspects, il y a des moments c'était un peu comme des scènes dans les films Saw, donc un peu dégueu, c'est de la torture extrême, etc. Je vous avoue que je me rappelle pas de l'histoire, c'est juste qu'ils vont retrouver une dame, je sais pas si elle est pas accrochée au plafond, et genre sa peau du coup qui se déchire à moitié parce que ça fait longtemps qu'elle est accrochée, et il a tout mis en scène, de ouf, la scène de crime, genre il a dû la torturer pendant des jours, et tout est réfléchi au millimètre près, donc c'est sur un tueur en série qui est très minutieux et qui a des messages à faire passer, et qui laisse des indices exprès pour faire chier la police, et les emmener dans des endroits et des raisonnements qui sont pas les bons exprès pour s'amuser quoi. En gros c'est un peu ça, donc c'était cool. Alors franchement le tueur était bien écrit, l'idée était bonne, voilà, en fait j'ai pas d'énormes défauts à dire à part que je pense que les prochains seront meilleurs. Je m'attendais à rien parce que c'est son premier tome, mais je pense que c'est vraiment pas le tome qui rend hommage à Franck Tillier. Ensuite vu que j'avais lu un thriller bien dégueu, je me suis dit allez hop, petite romantaisie, donc un livre avec une très belle plume et une belle romance, donc je vais vous parler de Porcelaine sous les ruines de Ava Vivalda. J'avais adoré Du thé pour les fantômes et j'ai été plutôt convaincue aussi par Porcelaine sous les ruines, je vous avoue. J'ai bien aimé, bon, je préférais Du thé pour les fantômes, mais comme d'hab, je suis pas fan de romance. J'aime bien lire des romances après des livres trop dark, etc. parce que ça me met un peu de baume au cœur. Je sais pas si ça arrivera le jour où je mettrai coup de cœur ou 20 sur 20 à une romance. On sait jamais, on peut se challenger. Mais du coup, Porcelaine sous les ruines, en résumé très rapide, parce que j'ai appris que les gens n'aimaient pas les résumés. Je sais pas comment vous voulez qu'on fasse notre travail si les avis ça vous intéresse à moitié et que les résumés ça vous fait chier. Voilà, écoutez, je ne sais pas comment on va faire, mais je vais continuer à faire des petits résumés parce qu'il y a des gens ils découvrent les livres. Voilà, vous pensez pas aux autres. C'est l'histoire. J'ai pas les noms des personnages évidemment, ma mémoire des prénoms est proche de 0, mais
une dame qui est immortelle et qui règne sur une terre, j'ai l'impression que c'est en Irlande, et c'est un monde qui est post-apocalyptique, parce que l'écologie, voilà, tout ça, les humains ont merdé, et il y a la montée des eaux, et du coup il y a plein de petites zones dans l'eau maintenant, donc dans très longtemps quoi. Ces terres à elle, il y a assez de légumes, etc. Enfin voilà, elle gère plutôt bien le truc, sauf que les autres, c'est pas des royaumes, mais les autres endroits à côté, et bah ils gèrent pas trop bien ça, et elle, le problème c'est que l'eau monte vraiment beaucoup, donc il y a moyen que ça disparaisse, et ils vont essayer de faire des échanges de bons possédés pour que les autres aient à manger, et que elle ait pu la montée des eaux. Voilà. J'explique pas très bien. Vous voyez, c'est une romance, qu'est-ce que je vous explique moi? Le contexte politique. Eh ben ouais. Mais l'autre zone, ville, je sais pas trop ce que c'est, pays peut-être. Elle va envoyer un gars pour faire les négociations, et le gars il va se trouver qu'il est très charmant et plutôt green flag en plus, donc on aime bien. Et au début, ils vont se détester. Et après, bah, c'est une romance, donc je vous laisse imaginer la suite. Je vais pas vous en dire plus, parce qu'en fait, je vous avoue qu'il y a des gens qui disent pourquoi elle est immortelle et elle est là, et on le sait au bout de la 70e page. Donc moi, j'aurais aimé ne pas savoir, donc je vous le dis pas. Voilà, je suis gentille aujourd'hui. Je suis de bonne humeur, écoutez. Là, je vous ai juste fait le résumé, j'ai pas dit que j'avais bien aimé ou pas, j'allais poser le livre, je suis complètement à l'ouest. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Porcelaine sous les ruines? Et bah moi, je suis toujours aussi fan de la plume de Ava Vivalda, de Chris Buksevic. Je sais pas c'est quoi son vrai nom, donc je dis toujours les deux, mais j'aime vraiment beaucoup comme sa façon d'écrire et l'ambiance qu'elle met dans ses romans. Il y a toujours une ambiance qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il y a toujours un truc très tourné autour du thé, et moi j'aime bien. Voilà, c'était sympa. La romance est belle, est vraiment belle. J'aime bien les belles histoires d'amour. Pas les... J'avoue que les romances avec beaucoup de sexe et un mec super possessif et une meuf un peu timide, ça me tape sur les nerfs. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des adultes avec des réactions d'adultes. Donc j'ai été plutôt convaincue. Bon, par contre, c'est vrai que le livre, je vous avoue que vous devinez rapidement la fin. Vous êtes pas là pour ça. Donc je lui pardonne d'avoir deviné sa fin. J'ai mis 16/20 à ce livre. Hein. Il est loin. Bon, pas loin, mais il est pas parfait du tout. Mais c'est une bonne romance que je vous recommande, et si vous êtes fan de romance, je pense que pour vous ça peut être un coup de cœur. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pareil, je l'ai lu il y a un mois, donc là j'étais en travaux et maintenant je vais récupérer ma bibliothèque, je vais pouvoir faire les reviews plus rapidement et me rappeler mieux des livres. Je vous avoue que les premiers livres de cette vidéo vont être un peu brouillons, mais plus on va avancer, mieux les reviews seront. Alors ensuite on va passer à un moment qui va être dur. Là peut-être que vous et moi, on ne va plus s'entendre, mais écoutez, j'ai promis de ne pas mentir, j'ai fait un serment à moi-même, j'ai fait un serment à mon compte BookTok, je ne vous mentirai jamais, et j'ai vraiment détesté la saga The Prisoner. Oui, vous m'entendez bien, j'ai même utilisé le mot détester, qui est un peu fort, c'est un peu fort. Je me mets en tailleur, je me prépare pour la bagarre. Alors, The Prisoner, je vous ai déjà parlé du tome 1 dans mon dernier update, mais je vais vous refaire un petit résumé. Donc, on va suivre, je crois qu'elle s'appelle Kiva. Oui, plus on avance, déjà je me rappelle des prénoms, c'est que c'est déjà meilleur. Kiva, qui est dans une prison depuis qu'elle est enfant, parce que son père a été emprisonné, elle a été emprisonnée avec, et dans ce monde-là, et bah t'es un peu emprisonné même si t'as rien fait. Voilà, et si t'es emprisonné à vie, tu sors jamais, c'est leur mode de fabrique. Et il y a la reine rebelle qui va être enfermée au début du livre, et Kiva, vu qu'elle est soigneuse, elle va devoir la soigner, et vu qu'elle est pas trop soignable, et bah la reine rebelle elle devait passer 4 épreuves pour sortir de prison, et bah c'est Kiva qui va les passer à sa place parce qu'elle est gentille et qu'elle est soigneuse et qu'elle veut pas que les gens y meurent. Voilà le plot de base. Mais c'est un livre, franchement le premier tome qui était sympathique à lire, un huis clos dans une prison, c'était sympa. Juste les épreuves élémentaires, bon le feu, l'eau, la terre et l'air, vu, revu, donc on en a un peu ras le pompon, mais ça se lisait. Par contre, là, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Et le tome 2, j'ai rarement lu un livre aussi mauvais. Enfin, j'ai lu des livres aussi mauvais, enfin il y a bien pire, hein. Mais un livre hype aussi mauvais, c'est la première fois. Les problèmes de ce tome 2, c'est que la protagoniste, qui est soigneuse, rappelons-le, devient bête comme ses pieds. Mais vraiment, bête, et elle te tape sur les nerfs tout le long du livre parce qu'elle se repasse en boucle la même question, et toi tu sais très bien la réponse parce que tu n'es pas bête et tu lui fais bah il faut faire ça madame, sinon t'es juste une grosse cruche. Et elle va faire que des choix débiles. Genre elle ne va pas réfléchir à qu'est-ce qui... Débile. Ah là, ça m'a tapé sur les nerfs. En plus, le livre est rempli d'incohérences. Donc il y a plein de moments du livre où tu te dis bah en fait ça c'est pas possible parce que c'est bête. Par exemple, elle va rencontrer un personnage, du coup la reine, oui, elle va rencontrer que des gens super importants parce que bon c'est pas, elle est un peu, enfin je trouve ça
cousu de fil blanc, je crois qu'on dit. Et la reine, elle l'a vu 2 fois. Et au milieu du livre, la reine, elle va dire à quelqu'un, je la considère comme ma fille. Si t'as vu quelqu'un 2 fois, à 2 repas, tu ne peux pas dire que cette personne fait partie de ta famille. Je suis désolée, ça n'arrive pas, ni dans la fantasy, ni dans la vraie vie, ni dans la science-fiction, ni dans les contemporains, nulle part. Ça n'arrive pas, ce n'est pas possible, faut arrêter d'être bête. Et il y a plein de petits trucs comme ça, qui sont bêtes. Il y a un moment où un personnage va découvrir un truc sur Kiva, et on va apprendre qu'il le sait depuis le début. Et genre, il l'a laissé faire ce qu'elle faisait en toute tranquillité, alors que ça aurait pu tous les tuer. Voilà, ça, c'est une énorme incohérence. Et après, il y a le tome 3, qui lui a certainement des incohérences, mais vu que j'étais... Je les voyais même plus. Vous voyez, c'était bête, et puis je suis en mode c'est bête. Mais là, l'autrice, elle a rajouté un truc, c'est qu'elle a rajouté des facilités scénaristiques pour finir sa fantaisie comme elle voulait. Donc, le tome 3, c'est que des éléments qui sont là pour avoir la fin qu'elle voulait avoir. C'est tout. Les éléments servent juste à ça. Il y a, du coup là c'est pas vraiment du spoil, mais un personnage qui peut se déplacer avec le pouvoir du vent. Et du coup il met son vent et d'un coup les gens pop à l'endroit où ils voulaient aller, genre à 2 km près. Donc oui, elle a enlevé toute la possibilité de voyager. Alors que le but du 3e tome c'est de voyager. Et ben on n'aura pas la route qui aurait pu être super sympa pour avoir un peu de world building parce que ce monde manque cruellement de world building. Non, elle fait des tourbillons et du coup tu vois pas les gens marcher, tu vois pas le voyage et en plus ça aurait pu permettre d'approfondir les relations entre ça aurait pu permettre d'approfondir un peu les relations entre les personnages. Ça ne l'a pas fait, elle l'a... Voilà, on a bien vu qu'elle a rajouté ce pouvoir-là juste pour pouvoir faciliter son roman. Et ça m'a énervé, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, et tout est comme ça. Tous les problèmes ont une résolution magique qu'on n'avait jamais vue avant, et je trouve ça merdique. Voilà, merdique, c'était nul. J'arrête là, et si vous avez aimé The Prison Healer, enchanté. Voilà, désolée si j'ai brisé votre cœur, c'était pas le but. Après, on va passer à un livre que j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai un peu fait une pause en fantasy après, parce que la fantasy m'a un peu saoulée. Juste The Prison Healer m'a saoulée, mais j'ai fait une pause fantasy, et j'ai ma tante qui m'a filé des livres. Et là, à partir du moment où vous avez vu ma dernière vidéo vlog lecture, on va parler de livres dont je vous ai déjà parlé, même si celui-là, je l'ai pas lu en vlog. Donc, ça, c'est un livre qui va vous transporter en Italie, et en plein été, c'est plutôt sympa. Vraiment, un livre super immersif où tu ressens l'odeur des orangers. J'ai adoré les descriptions de ce livre. Pour le coup, bonne description. Donc, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, et c'est un livre qui a gagné un prix Goncourt, je crois. C'est pas écrit sur mon livre, donc je crois. Voilà. Dans ce livre, on va suivre Mimo, qui est un jeune garçon qui a une particularité physique qui fait qu'il va subir énormément de harcèlement durant sa vie, ce qui est un peu horrible. Et Mimo, il vivait en France quand il est né, et son père était sculpteur, et du coup, il est passionné de sculpture. Sauf que son père va mourir, et sa mère, n'ayant pas l'argent de le garder avec elle, va l'envoyer en Italie chez un... C'est même pas un parent éloigné, je crois, mais un mec horrible, il est pas sympa du tout. Et Mimo, là-bas, il va apprendre encore plus à devenir sculpteur, etc. Ça va être sa passion, blablabli, blablabla. En parallèle de ça, on va voir une période 60-70 ans après, je sais plus exactement, où on va se rendre compte que une des statues, certainement de Mimo, est enfermée dans un monastère, fermée à... voilà, personne ne peut y avoir accès parce qu'elle fait des effets aux gens, genre ils font des malaises, etc. Donc on va suivre Mimo toute sa vie, jusqu'à ce qu'il fasse cette fameuse statue, pourquoi il l'a faite, pourquoi elle fait des effets aux gens, etc. L'histoire de Mimo est vraiment très très bien écrite. Je comprends que ce livre a gagné un prix, c'est pas un livre d'action, tu vas vraiment tout suivre son enfance, son adolescence, son âge adulte, pas en sa vieillesse, il a 40-50 ans je crois. Mais tu vas vraiment tout suivre et il va y avoir un fil rouge dans sa vie, c'est qu'il va rencontrer sa voisine qui elle est très riche et lui il est très pauvre. Et il va se lier une amitié entre les deux, une amitié qui va persister avec les années, même s'il va y avoir des petits couacs, etc. Mais on va suivre une très belle amitié. Et ce livre est très beau, il est sur les... Moi je trouve qu'il est vachement tourné sur les relations humaines, même des relations qui sont compliquées, sur être soi-même, se découvrir, vivre à cette époque, parce que du coup le livre il se passe en pleine époque de la Seconde Guerre mondiale, je crois, et du coup dans une Italie qui a les Allemands dans l'Italie, je sais plus comment on dit, mais voilà, donc un moment qui est pas très cool, et Mimo, il va travailler avec parfois les Allemands, etc. Il va pas se rendre compte, ou il s'en fiche un peu, que ces statues servent à des trucs, etc. Enfin bref, je suis nulle en histoire, donc il y a plein de moments où j'ai rien pipé, voilà, mais normalement, si vous avez un minimum suivi vos cours d'histoire en seconde première, vous serez pas perdu comme moi. Voilà, je ne suis pas un exemple, je suis nulle en histoire, et je retiens rien. Donc j'avais tout oublié, j'étais un peu paumée. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un très 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 bon livre, que je vous recommande si vous aimez les fictions historiques, parce que j'ai dit que c'était un contemporain, mais c'est plutôt une fiction historique. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais c'est un vraiment très bon livre. Même si j'aurais aimé voir plus de sculpture, parce que je trouvais ça très intéressant, alors que en lisant ce livre, j'avais peur d'être saoulée par la sculpture, et en fait j'en aurais aimé plus. Les personnages, même secondaires, sont bien écrits. J'ai rien à dire de mauvais sur ce livre, c'est un excellent livre, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, ma tante m'a donné 2 livres, donc j'ai lu le 2e qu'elle m'a donné. Et là, on arrive au livre que j'ai lu pendant le vlog lecture de 7 jours, 7 livres. Donc, j'ai commencé ce challenge avec un thriller qui m'a
à moitié convaincue, voilà. Donc c'est Angélique de Guillaume Musso, je vous le montre, voilà. Je le trouve très beau par contre. Et j'ai renversé un truc dessus, et vu que c'est en mode peinture, flouté, etc., bah je sais même plus où est la tâche. Elle s'est mise avec les autres tâches. En résumé rapide, Angélique, on va suivre un ancien policier qui se réveille à l'hôpital parce qu'il a eu une opération importante, et quand il se réveille, il y a une jeune fille qui joue du violon dans sa chambre. Cette jeune fille va lui dire que sa mère est morte, mais qu'elle se doute bien que c'est un meurtre, alors que la police a dit que c'était un suicide. Donc, le policier, il va lui dire, tu me casses les bonbons, laisse-moi tranquille, j'ai pas que ça à faire. Et puis il va se dire d'un coup, mais en fait, j'ai un chien à nourrir, donc si tu pouvais aller nourrir mon chien, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et la mère de cette jeune fille, il va se trouver que c'est une danseuse étoile un peu célèbre, etc. Et voilà le premier chapitre. Je préfère pas en dire plus, c'est pas un gros livre, hein, il se lit vraiment très rapidement. Et c'est un Musso correct, mais c'est pas son meilleur. Mais comme je l'ai dit dans mon vlog, c'est loin d'être le pire, parce que vraiment, il y a des livres qu'il écrit, ils étaient nuls. Alors que franchement, moi j'ai adoré Central Park de Musso. Après, je l'ai lu il y a peut-être une dizaine d'années, hein, donc ça fait longtemps, donc il faut peut-être que je le relise pour voir si je le trouve toujours aussi bien, mais j'avais beaucoup aimé Central Park. Et depuis, j'ai lu 3-4 bons Musso, et là, ça fait quelques années que j'en trouve aucun incroyable. Et celui-là, il fait quand même partie des meilleurs, des moins bons. Voilà. Alors, pour ce qui est des points positifs, j'ai bien aimé le fait que ce soit toujours bien écrit. Pour le coup, Musso a une belle plume, moi j'aime bien comment il écrit. Enfin, une belle plume, ça va, tu vois, c'est fluide, ça se lit facilement. C'est pas poétique, mais il a son truc à lui, je sais pas, j'aime bien lire des romans de Musso. Les enquêtes, elles se suivent bien, elles sont plutôt logiques. T'as envie de lire la suite, à chaque fin de chapitre, t'as envie de connaître celui d'après. Donc ça, c'était cool. Mais par contre, il y a à la moitié du livre, il y a une révélation qui est pratiquement la révélation du livre et j'ai pas été fan de ça. Voilà, j'ai découvert que moi, savoir avant les enquêteurs ce qui s'est passé, c'est pas trop ma vibe. Je préfère découvrir à la toute fin le plot twist final et faire oh, ça c'est mon truc. Savoir au milieu, c'est pas mon truc. Voilà. Les personnages, ils étaient pas incroyables. J'ai pas kiffé les personnages, je les ai trouvés à moitié développés. Voilà, le travail a été à moitié fait pour moi, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés. Ils étaient pas attachants, ils étaient pas détachants, moyen. Voilà, tout était moyen dans ce livre. Je le recommande en lecture d'été sur la plage si vous voulez un thriller pas compliqué qui se lit vite. Ou peut-être pour commencer les thrillers. Voilà, si vous en avez jamais lu, je vous conseille peut-être même plus Angélique que La Femme de ménage, vous voyez, parce que moi La Femme de ménage, j'ai vraiment pas kiffé, je crois que j'ai préféré Angélique que La Femme de ménage. Voilà. Mais moyen. Ah, ensuite, un essai que je pense je n'arrêterai pas de vous recommander avant un bon moment parce qu'il m'a plutôt touché, marqué et qu'il est vraiment excellent. Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Alors, de quoi parle Sois jeune et tais-toi? Parce que j'ai oublié de vous faire un résumé, sinon vous allez rien piger à ce que je vais raconter. Putain, je grince. Trop bizarre. Oh punaise, Salomé Saké, elle a qu'1 an de plus que moi et elle a fait tout ça dans sa vie. Quelle queen. Donc le livre, il s'appelle Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Voilà, c'est le propos du livre. Salomé Saké va nous parler du fait que les jeunes, on est vachement critiqués par les gens plus vieux. Par exemple, quand on va parler d'un sujet, je sais plus qui a été en interview, David Guiraud, le King David Guiraud, qui était en interview, il y a un gars qui lui dit mais qu'est-ce que vous savez à votre âge? Bah le mec il est quand même député, il a le droit de parler sur un plateau télé où il est invité quand même, mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres où quand on est jeune, on nous dit mais qu'est-ce que vous en savez? Et bah on en sait quand même quelque chose et surtout sur des sujets qui touchent les jeunes, genre l'écologie, voilà. Donc voilà, le livre va parler de ça et au début du livre, on va parler aussi du fait du coup que c'est depuis avant Jésus-Christ que les vieux disent que les jeunes c'est une mauvaise génération, celle d'après eux, donc c'est pas nouveau et voilà, c'est perpétuel. Donc peut-être nous essayons de pas critiquer les gens plus jeunes que nous, voilà, essayons de ne pas être des boomers et d'essayer de comprendre les jeunes. Moi c'est ce que ce livre m'a fait passer comme message aussi quand même. Ça va aussi parler du coup de l'écologie, après ça va aussi parler de l'abstentionnisme et de la dépolitisation, je crois que j'ai pas bien dit mais vous m'avez compris, des jeunes, etc. Pourquoi la politique ne nous touche peut-être moins qu'avant et plein de choses comme ça. C'est super intéressant, il se lit plutôt rapidement en plus. Enfin moi j'aime trop les essais, donc en général je les lis en 24 heures, en une soirée, je peux pas m'arrêter, j'aime trop, c'est comme regarder un reportage. C'est très bien écrit. Salomé Saké a interviewé une tonne de jeunes pour pouvoir étayer ses propos et des jeunes de toute orientation politique, de toute classe sociale, un peu de tout, vraiment pour faire un livre que je trouve parfait. Voilà, je l'ai trouvé très bon, j'aurais aimé en avoir 300 pages de plus, même 500 pages de plus, je pense que je l'aurais dévoré. Pareil, j'espère qu'elle écrira d'autres essais parce que je suis trop fan de son écriture et de... J'aime beaucoup Salomé Saké, voilà, vous voyez, je suis fan de Salomé Saké. Ensuite, imaginez, vous voyez un petit bout de papier dans la rue avec écrit « Si vous voulez faire une confidence, allez à telle adresse ». Vous allez à cet endroit
Vous ouvrez la pièce, à l'intérieur vous voyez une femme, les yeux bandés, qui va écouter votre confidence et puis vous pouvez repartir. C'est ce que va faire Marie Nimier dans Les Confidences, que c'est un livre de non-fiction où elle a mis toutes les confidences de toutes les personnes qui sont venues la voir pendant cette expérience. Donc un livre de grosse commère, je vous avoue. Moi je l'ai un peu perçu comme ça. Je pense qu'il faut pas le vivre comme ça, mais c'est mon ressenti. Et vraiment, c'est des micro-chapitres avec les confidences de chaque personne. Et il y a quelques endroits où elle nous fait quand même part de elle, ce qu'elle ressent pendant cette expérience. Genre elle est un peu troublée quand même parfois. Il y a des confidences qui sont assez dures à lire, il y a des confidences qui sont assez glauques, il y a des confidences qui sont assez rigolotes. Genre il y a des petites mamies, vraiment, elles viennent juste se plaindre comme si c'était le samedi soir belote avec leurs copines. Ça m'a fait super rire. Mais il y en a plusieurs qui sont assez glauques et tu te dis bon... Bah après en même temps, j'avoue que moi si j'avais vu un petit papier comme ça, j'y serais pas allée. Donc qui va voir des gens quand il y a ce petit papier? Je ne sais pas, voilà. Dites-moi en commentaire si vous y seriez allé, ça m'intéresse. Pour le coup vraiment c'est mon expérience sociale à moi. Mais voilà, c'est un livre gratuit, un livre offert que j'ai eu. Voilà, c'était le livre offert. Je sais pas si je le recommande. C'est intéressant, mais c'est perturbant. Voilà, c'est comme ça que je définirais ce livre. Ensuite, imaginez que les femmes mettent en esclavage les hommes. Et comme ça règle le patriarcat. C'est le propos de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Sauf que ça se passe dans un monde inspiré de l'Empire romain. Alors, ce livre, j'ai dit que c'était une fantaisie. On m'a dit, non, c'est pas une fantaisie. J'ai dit après, dans une autre vidéo, du coup, ce livre, c'est pas de la fantaisie. Parce qu'on m'a dit que c'était pas de la fantaisie. Et là, en commentaire, on m'a dit, bah si, c'est de la fantaisie. Donc, je ne sais pas où le classer. Pour moi, c'est de la fantaisie. Parce que même s'il n'y a pas de magie, c'est un monde qui est inventé. Donc, logiquement, c'est de la fantaisie. Voilà, si vous voulez ma lumière, mon expertise, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc c'est un livre à partir de 15 ans, voilà je préfère le dire parce que moi j'ai pas été fan mais parce que j'ai acheté ce livre sachant mais en espérant plus alors que bah j'ai eu exactement ce que je pensais avoir. On va suivre dans ce livre deux points de vue, donc une femme qui est la fille de la meuf la plus riche du coin, qui gère un peu toute la zone, et un gars qui est sur une île où il y a rien à manger, il y a que des hommes, c'est un peu pourrave, et une fois par an, ils ont le droit de se proposer pour faire un concours sur l'île des femmes, et si ils arrivent à gagner le concours, ils peuvent devenir géniteurs. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est géniteur dans un monde comme ça, je pense, vous m'avez compris. Alors, je vais pas vous dire plus pour le résumé parce que je pense que vous voyez très bien comment ça va se passer. Faut pas être sorti de Saint-Cyr comme on dit pour deviner. Qu'est-ce que j'ai à dire? En point positif, c'est que le livre nous donne exactement ce qu'il dit donner. Voilà. Vraiment, le livre, vous pouvez deviner tout ce qui va se passer sans l'avoir lu. J'ai pas été fan, j'avoue, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon livre préféré de l'année. Hein. Mais je sais pas ce que je peux... En qualité, c'est qu'il se lit bien, qu'il se lit vite et que c'est quand même assez sympa à lire. Mais les personnages sont à moitié développés, j'ai pas été fan, je trouve qu'ils ont pas de profondeur, qu'ils sont assez clichés et qui font exactement ce qu'on pense qu'ils vont faire. Il y a quelques moments qui sont quand même durs, parce que le monde, on imagine un truc super dark, et j'ai trouvé le monde pas assez dark vu les propos qui sont donnés au début. J'aurais aimé que ce soit plus sombre, plus dur, et qu'on en ressorte plus troublé quoi. Voilà, les personnages, ils ont rien de très intéressant, rien de transcendant. Voilà, c'est un livre qui est très sympathique et qui est vraiment bien pour la cible, qu'il cible. Mais je suis pas la cible, et du coup bah j'ai pas été fan. Il y a pas d'incohérence, il y a pas de faute, c'est bien écrit, c'est juste c'est pas pour moi. Vraiment, le livre est bon, il est juste pas fait pour moi, j'en attendais 300 pages de plus, c'est des trucs horribles et tout. En fait, c'est le problème du livre, c'est qu'il a un propos très adulte, mais qu'il est pas adulte. C'est juste ça. Voilà, j'ai pas été transcendée et je pense, comme je vous l'ai dit dans mon vlog, que si vous voulez un livre avec des propos pareils mais plus nuancés, plus gris, parce que là c'est vraiment noir et blanc le livre, hein. Je vous recommande plutôt L'Ours et la Renarde de R11 d'Or, même si je sais pas pour quel public il est, parce que moi je l'aurais mis en moins de 18 ans, mais j'ai appris il y a 2-3 jours qu'il était sélectionné pour un prix lycée je crois, L'Ours et la Renarde, donc je sais pas pour quelle cible il est, mais je trouve meilleur. Voilà. Deux femmes à deux époques différentes, une qui empoisonne les hommes quand on lui demande, et une autre qui vient de se séparer de son mari parce qu'il l'a trompée. Donc deux époques, deux femmes et une très belle histoire. Donc on va suivre, comme je vous l'ai dit, une femme qui est apothicaire et elle a une arrière-boutique où les femmes viennent lui demander des poisons pour tuer des hommes qui ont fait des choses en général pas folles. Vraiment, en général quand une femme vient chercher un poison, tu fais bien fait. Et la femme qui est pour le coup dans notre époque à nous, elle va partir en voyage à Londres alors qu'elle devait partir avec son mari, sauf que son mari il l'a trompée, donc elle part sans lui. On suit sa première journée à Londres où elle est un peu écoutez, quand ton mec t'a trompé, t'es pas très en forme, hein, je la comprends la pauvre. Et elle va passer à côté de la Tamise, je crois que c'est la Tamise à Londres. Mémoire, histoire, géographie, mauvaise toujours. Et elle va rencontrer un groupe, je ne sais plus c'est quoi leur nom, mais qui, quand la Tamise, il y a plus d'eau j'ai l'impression, ils ramassent des objets des époques précédentes, etc. Voilà, c'est super intéressant. Et elle va trouver une petite fiole de poison. Et elle va partir pour une enquête, parce qu'elle a fait des études pour être historienne
mais elle est pas historienne, et trouver d'où vient cette fiole et est-ce qu'elle a une histoire. Et en parallèle, on va suivre du coup l'apothicaire qui a une fiole qui ressemble vachement à ça, voilà, donc des histoires qui sont, c'est pas vraiment lié, mais voilà, c'était super sympa. C'est un livre qui parle de sororité. C'est Roxane qui l'a recommandé. J'ai oublié de dire ça au début. Merci Roxane pour la reco. Suivez Roxane, elle a toujours des super recommandations. Et le livre, vraiment j'ai adoré. Hein. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et de toute façon, c'est le genre de choses que j'aime bien. Dès qu'il y a un tout petit peu de misandrie, moi j'achète. Voilà, c'est un peu mon kiff. C'est bien écrit, c'est prenant. La fin des chapitres, t'es obligé de lire la suite parce que c'est trop... Voilà, j'ai trouvé le livre super addictif. Il y a beaucoup de sororité et j'ai trouvé les personnages bien écrits, bien développés, avec des histoires touchantes, prenantes, qui te font presque verser ta petite larme, des fois t'es énervé. Il y a une histoire, l'histoire du coup de l'apothicaire, elle m'a touchée en plein cœur, j'ai trouvé ça horrible et j'avais envie de trouver le mec qui lui avait fait ça et de lui péter la gueule. Voilà. Si il avait été en face de moi, je lui aurais mis une patate. Même si en soi, c'est pas bien la violence, tout ça, une patate, une grosse patate dans sa face. Et je vous le recommande si vous aimez les fictions historiques et si vous aimez les histoires féministes. Foncez. Et pour finir, un livre qui va prendre votre cœur, l'arracher, le balancer par terre et le piétiner 1 milliard de fois, je vais vous parler de Betty de Tiffany McDaniel. Oui. Ce livre, vous n'en ressortirez pas indemne et je pense qu'il va vous marquer jusqu'à la fin de votre vie. Je pèse mes mots. Je vous jure que je pèse mes mots. Alors, Betty, on va suivre du coup le personnage de Betty qui est là. Il y a une photo d'elle au début du livre. En gros, Tiffany McDaniel, elle a voulu rendre hommage à sa maman et sa maman s'appelle Betty et le livre, il est inspiré de la vie de sa maman. Elle est au début du livre, voilà, il y a une photo de Betty. Et du coup, sa mère, elle a grandi dans une famille très pauvre et son père était Cherokee et sa mère était blanche et ils ont eu beaucoup d'enfants. Et ils ont perdu des enfants déjà dès le début. Il y a des bébés qui meurent, t'es en mode j'ai lu 30 pages, je vais sauter par la fenêtre. Ce livre, par contre, a énormément de trigger warning. J'ai même peur que si je vous les affiche à l'écran, ils sortent de l'écran. Voilà. Et à savoir que vraiment, les trigger warnings de ce livre, ils sont pas là pour décorer. Vraiment, s'il y a une chose qui vous trigger dans cette liste, ça va être écrit, décrit, ressenti. Voilà. C'est violent. Tiffany McDaniel a une plume très poétique, même quand elle écrit des horreurs. Mais du coup, vous les sentez passer d'une violence, d'une claque dans la figure. Voilà. Il y a de la violence animale. Merci à Lucie Alu qui m'a dit de passer le passage. Elle m'a dit c'est tel chapitre, tu peux passer. J'ai passé. Voilà. Ça, c'est un truc qui me trigger et j'ai passé. Mais on va suivre l'enfance de Betty de sa naissance à ses 19 ans. Voilà. Et le livre est divisé en 5 parties qui sont 5 périodes de son enfance par âge du coup. Voilà. On va la suivre elle, mais on va aussi suivre sa famille, ses frères et sœurs, un peu moins qu'elle parce que c'est écrit à la première personne, donc on va suivre directement Betty, ce qu'elle ressent. Mais on va voir grandir toute sa famille. Et ce livre va parler de racisme et c'est horrible. Voilà. Ça va aussi aborder des violences intrafamiliales, etc. Donc c'est dur. Mais pour moi, c'est un livre qui est nécessaire, mais je le recommande aux gens qui ont vraiment le cœur bien accroché. Moi, je sais même pas si j'avais le cœur assez bien accroché pour ce livre. Mais c'est tout de même une histoire qui est très belle parce qu'il y a le père de Betty qui est le père qu'on veut tout savoir. Voilà, j'ai adoré le père de Betty. Il est lui-même très poétique. Il parle souvent en métaphore. Je vous avoue que je les ai pas toutes comprises. Au début du livre, j'en avais beaucoup. J'étais en mode tu m'as perdu, gars. Je comprends rien. Mais il est adorable. Il m'a touché en plein cœur. Betty m'a touché en plein cœur. J'ai fait une lecture commune avec Cam où je lui ai dit le monde ne mérite pas Betty, mais Betty mérite le monde. Voilà. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je suis pas poète moi. Betty est poète, pas moi. Et j'ai même mis des posts dans un livre pour vous parler des citations. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. La première phrase, j'ai mis un post-it. Devenir femme, c'est affronter le couteau, c'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Et c'est vrai que ce livre est à mes yeux très féministe parce que les femmes de la famille Carpenter, ils s'appellent comme ça, ils vont... j'ai pas les mots. C'est les femmes de la famille Carpenter, j'ai pratiquement toute envie de leur faire un câlin et de leur dire ça va aller, mais ça va pas aller, mais ça va aller, horrible. Et j'ai envoyé une autre citation, après j'arrête les citations, promis. Dieu nous hait, nous les Carpenters, nous les femmes. Voilà. Cette phrase résume le livre, je vous le promets. Mais c'est un incroyable livre, je pense qu'il va être dans mon top 10 de mes livres préférés. Je ne sais pas si c'est devenu mon livre préféré, je ne crois pas. Moi je suis team Utopia de Camille Boulanger. Mais peut-être que si j'avais lu Betty avant et que j'avais lu Utopia après, ce serait Betty mon livre préféré. Vous voyez, donc il est vraiment excellent. Mais de toute façon, tout le monde a dû vous dire
dire de le lire parce que tout Booktube, c'est leur livre préféré. Il y a du coup Lucie Allu l'a adoré. Il y a Le Diable bouquin en Prada, je crois que c'est ça son pseudo, l'a adoré. Et il y en a une autre, les Chroniques du Hérisson, je crois aussi qu'elle l'a adoré. Je crois que tout le monde a adoré ce livre. J'ai jamais vu une mauvaise critique et a raison. Voilà, je veux que j'arrête de parler parce que j'ai rien à dire de plus, mais je vous recommande du coup d'aller voir les vidéos des 3 youtubeuses dont je viens de vous parler parce qu'elles parlent mieux du livre que moi. Je trouve que leurs chroniques sont incroyables, presque aussi poétiques que le livre. Voilà, donc je vous recommande d'aller les voir. Et j'arrête ici parce que j'ai fini Betty hier soir. Et normalement là, j'essaye de me relire Le Trône de Jasmin pour pouvoir lire le tome 2 parce que j'ai tout oublié. On fait une lecture commune à partir de demain et j'ai lu que 80 pages, il y en a 600. Est-ce qu'on y croit? Pas du tout. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Cette vidéo, je crois qu'elle dure 55 minutes, mais écoutez, on aime bien les vidéos longues ici. Bisous.